Vous avez l'habitude, faites comme chez vous, alors soyez pas impressionnés. Avant d'engager le débat. Vous avez tendance quand même dans vos propos à stigmatiser les musulmans de France. La France a un ennemi, c'est l'islamisme. Et je prends bien soin de distinguer les choses. On aimerait plutôt dire, mais c'est comme si nos... Très vite, la conversation s'anime au sujet de la déchéance de nationalité que le philosophe défend avec ardeur. On ne peut pas avoir la nation et la haine meurtrière de la nation. Nous, on dit simplement... Les derniers attentats, ça concerne combien de personnes, la déchéance de la nationalité? Très peu de monde, mais c'est une mesure symbolique. Eh bien, les symboles, ça compte. Si vous avez 2 passeports, vous avez, d'une certaine manière, un privilège sur moi, puisque je n'en ai qu'un. La République nous dit, une partie de la population, lorsqu'elle commet un crime, elle est sanctionnée de telle façon, et l'autre partie, elle n'est pas sanctionnée de la même façon. Nous estimons que c'est injuste. Cette mesure, elle ne vise que ceux qui choisissent, non pas simplement de prendre les armes contre la France, mais qui choisissent la voie du terrorisme. Non, mais ça, on l'a compris. C'est pas vous, Et on c'est pas vous que ça vise. Bien sûr, mais on ne se sent pas concerné. Dans cette cité de Pierrefitte, où 70% de la population est d'origine étrangère, Héritière de l'immigration. une autre question brûlante s'invite à la table, le racisme. J'ai un bac plus 5 en droit, monsieur. J'ai été jusqu'au bout des études. Et j'ai toujours été confrontée depuis l'école primaire à ce plafond de verre. Et quand on a été au bout de ses capacités, on est au chômage. Mademoiselle est au chômage, monsieur Finkielkraut. Alors je comprends l'amertume que vous pouvez ressentir. Mais selon Alain Finkielkraut, un autre racisme est aussi en train de monter dans le pays. L'injure sale français, c'est pas moi qui l'ai inventée. Elle existe, elle est répandue partout. Quand vous parlez comme ça, vous oubliez tous ceux qui œuvrent pour la France, qui sont héritiers des migrations et qui sont binationaux et qui sont aussi autour de cette table. Eh bien, c'est eux que je défends. Vous donnez une mauvaise image, c'est faux ce que vous dites. Ah bon, alors si c'est... Ça n'engage que... Oui, mais c'est d'eux que vous devriez vous préoccuper et pas de la déchéance de nationalité. 1 heure s'est écoulée, le dialogue a été rugueux, mais il en est sorti une proposition. C'est important qu'on ait une espèce d'alliance. Moi, je vous dis, je vous propose une alliance entre les acteurs de terrain, les éducateurs, les intellectuels, tous ces gens-là qui considèrent que notre pays est en danger. Nous sommes dans le même bateau. Parce que si le bateau coule, nous coulons tous ensemble. Je suis tout à fait d'accord. Moralité, les philosophes et les acteurs de terrain ont peut-être intérêt à se rencontrer plus souvent. Je suis très sensible aux propos que vous avez tenus. J'aime l'idée que nous soyons tous dans le même bateau. Je pense que si cette idée peut se répandre, alors oui, alors on aura fait un énorme progrès. Seconde conclusion, mais on le savait déjà, Alain Finkielkraut aime croiser le fer, que ce soit en banlieue ou en plateau. Voilà, merci en tout cas Alain Finkielkraut de vous être prêté à l'exercice. Puis petite précision quand même, pour ceux qui pensent à la Sorbonne que la parole de Daniel Cohn-Bendit ne porte plus à gauche, la dernière fois que vous avez mené une liste, c'était aux européennes, il n'y a pas si longtemps, 16%, quasiment à égalité de voix avec le Parti socialiste. Voilà, c'était en 2009, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Pour ouvrir ce débat, une question simple. Vous avez vu l'intitulé « Les deux France, quelle France en 2016 ?» Quel est l'enseignement que vous tirez des chocs provoqués par les attentats l'an passé? La France est un pays vulnérable, fragile, ou au contraire un pays qui a su faire bloc et montrer sa force? Qu'est-ce que vous retenez de ces deux constats? Les deux. Nous avons cru pendant de longues décennies que puisque nous ne voulions pas d'ennemis, nous n'avions pas d'ennemis. Il n'y avait pas d'ennemis. Nous étions vigilants parce que nous surveillions nos propres démons, le racisme, le colonialisme, qui s'étaient déployés en Europe, mais nous n'avions pas d'ennemis. Le problème, c'est que ce n'est pas nous qui désignons l'ennemi, c'est l'ennemi qui nous désigne. Il l'a fait avant le 7, 8, 9 et janvier, mais avec une particulière force et violence en janvier et en novembre 2015. Donc nous avons basculé. D'ailleurs, le slogan du 11 janvier, c'était « Je suis Charlie, je suis juif, je suis la police, je suis la République ». La République est redevenue la chose commune et la France une patrie aimée. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs,
des Français qui considéraient jusqu'à présent que la Marseillaise était un chant anachronique à cause de ses paroles sanglantes, se sont réconciliés avec l'hymne national. Vous vous en félicitez, j'imagine. Ben, tout d'un coup, entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats, ils viennent jusqu'au dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes, ça prend une résonance particulière du fait que un sang impur. La pureté du sang n'a strictement rien à voir. Non, mais je cite la Marseillaise. C'est tout. Oui, mais on ne va pas plaquer chose, sur la Marseillaise les conceptions racistes qui sont postérieures à la Marseillaise. Donc voilà, il y a eu cette réconciliation, simplement. Et en même temps, face à l'ennemi, le peuple s'est retrouvé uni, donc a montré sa détermination. Une détermination extraordinairement impressionnante le 11 janvier. Sauf que le peuple était présent, mais pas ce qu'on appelle dans la novlangue en vigueur les quartiers populaires. Dans les quartiers dits populaires... Là, vous parlez du 10 janvier. Du 11 janvier. On a dit je ne suis pas Charlie parce que voilà. Les terroristes étaient allés un peu loin, mais Charlie avait insulté le prophète. En novembre, en novembre, ce que je veux dire simplement, c'est qu'en novembre, on a vu tout le monde, pour le coup, venir déposer des fleurs. Oui, ou venir se... il n'y a pas eu de manifestation. Vous avez raison. En novembre, les choses ont commencé à changer. Mais ce qui s'est révélé en 2015, c'est à la fois la détermination du peuple et aussi la réalité d'une division interne à la France que pendant longtemps, on n'a pas voulu voir. Et le défi qui nous est posé aujourd'hui, c'est précisément de surmonter cette division pour faire face tous ensemble à cet ennemi absolument redoutable que nous ne pouvons plus manquer de nommer, c'est-à-dire l'islamisme. Non pas l'islam, mais l'islamisme. Que retenez-vous vous-même de ces événements et de la réaction qu'ils ont engendrée? Je ne serai pas trop loin d'Alain Finkielkraut. La France a été choquée. Ça a été aussi bien janvier que novembre, sont été des actes barbares. Moi-même, j'ai parlé d'islamo-fascisme. Et face à ces horreurs, il y a eu une réaction d'une partie de la société. Qui a dit « nous sommes Charlie ». Malheureusement, nous sommes juifs, c'était beaucoup moins. Ça a été assez dur de le faire arriver. Hein. C'est aussi une vérité. Mais nous sommes policiers, tout ça. Il y a eu une identification, ce qui était formidable. Moi-même, j'étais là. J'en avais les larmes aux yeux. En janvier, par hasard, j'étais de nouveau là, en novembre, quand c'est arrivé. Et c'est vrai, quand je discutais avec les gens avaient peur. Donc la peur s'est introduite dans ce pays d'une manière incroyable. Et ce n'est pas la guerre traditionnelle, vous avez peur des bombes. C'est tout d'un coup, vous ne savez pas, si vous prenez le métro, si vous prenez le train, ce qui va se passer. C'est une angoisse terrible. Et là, je trouve que ce pays a su réagir avec calme. Mais il y a eu après des débats qui, je crois, enveniment la situation. Pourquoi? Parce que moi, j'ai discuté avec des tas, par exemple, de musulmans qui n'ont pas dit qu'ils étaient Charlie, mais qui disaient « on a honte ». Ça ne peut pas être des musulmans, qui ne voulaient pas croire. C'était une défense qui était un peu infantile, mais qui voulait montrer qu'ils ne voulaient pas être avec ça, mais en même temps, ils se sentaient monter tout droit. Et j'ai des amis, un journaliste très connu, qui est d'origine algérienne, qui me dit « Dany, tu sais pas ce que c'est que d'être dans le métro en ce moment ». Il était dans le métro. Donc je veux dire, il y a eu, dans cette angoisse, la France a perdu son orientation. Est-ce que... Elle est déboussolée. Déboussolée, et même donc des craintes, et on cherchait. Mais ça m'arrive, je reproche ça à personne. Moi, quand je prends l'avion, ça m'arrive aussi, je regarde, c'est complètement idiot, comme si j'allais voir quelque chose. Donc, c'est pas un reproche, je dis, on doit maintenant, tout le monde doit se reprendre. Oui. Alors, pour aller un peu plus loin, il y a une phrase que vous avez prononcée il y a quelques jours sur France Inter, Daniel Cohn-Bendit, on va la découvrir. Vous dites, la question à se poser sur le terrorisme, c'est pourquoi des jeunes de banlieue, autrement dit des jeunes qui sont nés, qui ont grandi, qui ont été élevés en France, arrivent à commettre des actes aussi horribles, à être des petits monstres.
Et puis vous ajoutiez, ils sont le produit de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Est-ce que vous avez la réponse à cette question? Je ne crois pas que j'aurais le prix Nobel pour la réponse. C'est-à-dire, si je l'avais, on n'en serait peut-être pas là, parce qu'il n'y a pas que moi qui l'aurais. Je crois que nous avons vécu, pas seulement en France, parce que regardez ce qui se passe en Belgique, si vous avez les Belges, vous avez certaines situations en Allemagne, même en Angleterre, eh bien, nos sociétés ont été confrontées avec quelque chose de très difficile. C'est l'arrivée, en fait, d'une nouvelle religion, pour le dire rapidement, de nouveaux comportements liés au marché du travail, d'abord dans les années 50, liés au fait que notre système productif, le capitalisme, avait besoin des forces de travail. C'était vrai pour la France, c'était vrai pour l'Allemagne, c'était vrai pour la Belgique, la Hollande, etc. Et donc, à partir de là, eh bien, d'abord, ce sont donc des ouvriers qui sont venus, après leur famille, et tout d'un coup, nos sociétés, en 20 ans, ont découvert que les modes de vie, les conceptions et la religion étaient différents. Vous savez, un pays comme l'Allemagne a mis près d'un siècle à comprendre comment les protestants et les catholiques peuvent vivre ensemble. Et puis, je ne veux pas remonter à la guerre de 30 ans. Combien de morts il y a eu pour que les protestants soient acceptés? Donc, une nouvelle religion dans une société, n'importe laquelle, c'est quelque chose de difficile. Et on n'avait pas conscience de ce problème. Et on a laissé après, avec le chômage, la déliquescence des familles, parce que tout d'un coup, des jeunes se retrouvaient dans des familles où ils connaissaient que le chômage. Leur père était au chômage, des fois les grands-pères étaient au chômage, et là, il y a quelque chose de haine. Et puis, ça va plaire à Alain Finkielkraut, il y a un autre problème. C'est qu'aujourd'hui, l'identité que nous nous faisons, c'est pas simplement ce que nous vivons au quotidien. Ça vient aussi par la télévision. Et des jeunes, tout d'un coup, vivaient en banlieue, vivaient je ne sais pas où, et en même temps à Ramallah, et en même temps en Syrie, et en même temps, dans leur tête, ils faisaient des associations qui, en fait, n'expliquaient rien, mais pour eux, ça renforçait un sentiment, et quand l'islamisme, l'islamo-fascisme a commencé à s'exprimer, à leur parler directement via Internet, etc., eh bien, le basculement a été possible. Donc vous dites, en tout cas pour reprendre la première partie de ce que vous venez de dire, il y a bien un défi de l'intégration là-dessus. Je pense qu'il y a un accord entre vous, Alain Finkielkraut? Oui, bien sûr. Je crois, si vous voulez, qu'une partie de l'opinion, et notamment de l'opinion de gauche, est prise à contre-pied par ce qui se passe. Pourquoi? Pour les progressistes, parce que pour le progressisme, si vous voulez, l'inégalité est la source de tous les maux, de tous les problèmes. Tous les conflits se ramènent au bout du compte à l'antagonisme fondamental des possédants et des dépossédés. Et c'est pour ça qu'on n'a pas vu pendant 30 ans? Je pense, c'est une des raisons de la cécité devant ce phénomène, c'est-à-dire on a cru que le choc des cultures était soluble dans la question sociale. Un homme de gauche, d'ailleurs, nous a alertés pendant très longtemps contre ce réductionnisme. Et je voudrais le citer et lui rendre hommage. C'est Jean Daniel, notamment dans ses articles réunis sous le titre « Comment peut-on être français ?» Directeur du Nouvel Observateur. Miroir d'une vie, le fondateur du Nouvel Observateur. Mais il était très seul dans son camp et on le voit encore aujourd'hui. Et c'est précisément cela que nous avons énormément de mal à penser. C'est cette réalité du choc des cultures et dont nous avons eu encore une manifestation particulièrement traumatisante, même s'il ne s'agit pas de terrorisme et s'il faut hiérarchiser les problèmes, la nuit de la Saint-Sylvestre à Cologne et dans d'autres villes allemandes. C'était, a dit Jean-François Bourlange, le choc des civilisations au quotidien. Et effectivement, l'intégration ne fonctionne pas, et pour deux raisons. Si je peux... D'abord, il faut, si vous voulez, nous avons cru aussi, autre illusion, que l'histoire du monde, c'est l'occidentalisation du monde. Donc tous les gens, tous les peuples adhèrent simultanément à des démocraties représentatives et à l'économie de marché. Ou bien, autre variante,
l'histoire du monde, c'est l'expansion mondiale de la lutte des classes. Or, ce n'est pas vrai. À la question « quelle heure est-il ?», tout le monde ne répond pas de la même façon. Et l'islamisme, qu'il faut soigneusement distinguer de l'islam, c'est une application littérale des préceptes de Mahomet, selon lesquels l'islam est en guerre avec le reste du monde pour arriver précisément à, si vous voulez, dominer, à s'imposer auprès de l'humanité tout entière. Cette guerre, elle n'était plus d'actualité pendant la période de l'expansion européenne. Pour les islamistes, l'heure de la reconquête est venue. Pour certains, la reconquête passe par la terreur. Pour d'autres, plus patients, par la prédication, par l'idéologie et par la force du nombre. Et les djihadistes français, avec leur fragilité, sont, si vous voulez, les instruments de cette guerre. Je reste sur la première partie de votre exposé. L'intégration n'a pas fonctionné. C'est pas un peu catégorique quand on voit quand même l'intégration connaît des ratés. L'intégration ne fonctionne pas comme elle devrait. D'ailleurs, parce qu'on a abandonné le mot d'assimilation pour celui d'intégration, en pensant que l'assimilation, c'était normatif, disciplinaire, colonial. Moi, j'ai connu une assimilation moins normative et plus nutritive. On m'a permis, enfant d'immigrés, d'assimiler une partie de la culture française. Mais là, j'ajouterais que aujourd'hui à l'école, et c'est une question qu'on va traiter tout à l'heure, on a choisi, pour des raisons sur lesquelles nous reviendrons, la voie de la désassimilation de tout le monde. L'héritage est trop lourd à porter, on ne le transmet plus, et donc on désassimile, disons, les Français de souche et les Français de fraîche date. Mais, si vous voulez, donc, attendez, alors assimilation, je voudrais qu'on s'arrête là-dessus. Daniel Cohn-Bendit, vous avez peut-être un mot à dire là-dessus? Oui, j'ai l'intégration. Deux réflexions. Au début, quand vous aviez les premières grandes vagues d'immigration des pays du Maghreb ou des Turcs, la question de la religion ne se posait pas. Aussi bien en France qu'en Allemagne, que non. Donc, c'était des musulmans qui venaient, ils priaient ou ne priaient pas, on ne le savait même pas. Sur les inégalités, Alain, sur les inégalités, les inégalités n'expliquent pas tout. Mais quand une partie de la population se ressent lentement de plus en plus rejetée et voit des différences entre elles, population maghrébine, population black, population je ne sais quoi, avec les autres, eh bien un sentiment d'injustice grandit lentement. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc quand on dit l'intégration n'a pas réussi, c'est qu'on dit en fait que les inégalités que le système, par exemple, capitaliste, produit, eh bien, ne sont pas réparties d'une manière égale entre les uns et les autres. Et dans cette situation, la religion, dans un deuxième mouvement, est venue plaquer une explication sur l'inégalité. Alain a raison, c'est pas parce que maintenant l'égalité ou la sortir de l'inégalité va tout résoudre aujourd'hui. Mais au départ, on ne comprend pas l'amertume, la tristesse de beaucoup de familles quand ils se sont vus que leurs enfants n'avaient plus de perspective. Alors cela dit, Daniel Cohn-Bendit, il y a et notamment parmi les profils des récents terroristes, des gens qui ne connaissaient pas ces inégalités. Alors qui attendez, qui avaient un travail, qui faisaient partie de la classe moyenne. C'est une autre histoire. Il n'y a pas de déterminisme social. Ça serait complètement idiot de ma part, je suis peut-être pas toujours malin, mais pas complètement idiot de croire que c'est par déterminisme. C'est les plus pauvres. Ben Laden n'était pas pauvre. Il venait d'une famille wahhabiste d'Arabie Saoudite, très riche. Voilà. Hein, donc c'est pas ça. Mais les idéologues surfent sur la pauvreté, surfent sur les inégalités. Donc si on arrive à leur enlever un argument, on n'a pas résolu le problème, mais on les affaiblit dans l'argumentation. Alors, je voudrais d'abord faire une précision très importante. La stratégie des djihadistes, Gilles Kepel l'a montré,
c'est de créer en France les conditions d'une guerre civile. C'est-à-dire pousser la population française, apeurée et exaspérée, à des gestes de violence contre les mosquées, contre les femmes voilées. C'est très grave. Et il faut évidemment tout faire pour ne pas tomber dans ce piège. Et je suis très sensible, par exemple, à un article que j'ai lu dans Le Monde, d'un collectif de jeunes étudiants musulmans constitué au lendemain des attentats du 7, 8, 9 janvier, un article paru après les attentats du 13 novembre. Eux, ce n'est pas nous. Le califat ne fait pas partie de notre dictionnaire. Donc cela doit être dit et redit. Mais, j'en reviens aux inégalités. C'est en 2002 qu'est paru le livre « Les territoires perdus de la République ». Dans ce livre-là, on apprenait des choses absolument effarantes. C'est-à-dire que des professeurs qui faisaient tous leurs efforts dans des vrais lycées, dans des collèges vraiment tout à fait convenables, eh bien, se heurtaient à l'agressivité grandissante des élèves, contestation des cours, mais aussi misogynie virulente, antisémitisme très profond et même francophobie. Dans les banlieues, c'est ce que j'ai essayé de dire à Pierre Fitte, mais ça a été difficile parfois de me faire entendre, les deux injures les plus répandues sont sale juif et sale français. Donc en 2002. En 2002. Mais les choses depuis lors se sont aggravées. Sale PD aussi. Sale PD, c'est vrai, c'est vrai. Et ça, ils ne sont pas seuls. Et ça, ils ne sont pas seuls, mais en tout cas... D'accord, sale PD, c'est vrai. Mais donc, ça veut dire qu'on parle de rejet, etc., mais il faut bien savoir que de plus en plus d'élèves juifs sont exfiltrés des lycées et des collèges de banlieue. Et si ceux-ci se retrouvent ethniquement homogènes, parfois, et c'est regrettable, c'est précisément parce que les autochtones ne s'y sentent pas à l'aise et subissent toutes sortes de brimades et d'humiliations. Or, on ne peut pas imputer cette agressivité, si vous voulez, à la mauvaise volonté française ou aux inégalités qui règnent en France. Il faut quand même savoir, et là j'en reviens à l'islamisme, que le grand doctrinaire... Pourquoi on ne peut pas l'imputer? Bien, je vais vous donner un exemple. Parce qu'on dit, voilà, ils n'en peuvent plus, donc ils se radicalisent. Eh bien, je vais vous donner un exemple de radicalisation ancienne. C'est le principal doctrinaire des frères musulmans, Saïd Qutb. Où s'est-il radicalisé? Non pas sous la botte de l'impérialisme anglais, en Amérique, devant ce qui lui est apparu comme l'horreur absolue, la promiscuité, c'est-à-dire l'égalité des hommes et des femmes. Et il a des descriptions absolument terrifiées des bals auxquels il lui a été donné d'assister, des descriptions d'ailleurs qui anticipent un peu, si vous voulez, sur la violence du Bataclan. Donc il faut bien voir qu'il peut y avoir aussi une réaction extrêmement violente, non à ce que l'Occident a de dominateur et d'inégalitaire, mais à ce que l'Occident peut avoir, à nos yeux, d'alléchant et d'émancipateur. Il faut le redire, c'est le sens de ce tableau. Culturel, en l'occurrence, plus que social, d'après vous, Daniel Cohn-Bendit. Alain, fragile, ou au contraire, un pays qui a su faire bloc et montrer sa force? Qu'est-ce que vous retenez de ces deux constats? Les deux. Nous avons cru pendant de longues décennies que puisque nous ne voulions pas d'ennemis, nous n'avions pas d'ennemis. Il n'y avait pas d'ennemis. Nous étions vigilants parce que nous surveillions nos propres démons, le racisme, le colonialisme, qui s'étaient déployés en Europe, mais nous n'avions pas d'ennemis. Le problème, c'est que ce n'est pas nous qui désignons l'ennemi, c'est l'ennemi qui nous désigne. Il l'a fait avant le 7, 8, 9 et janvier, mais avec une particulière force et violence en janvier et en novembre 2015. Donc nous avons basculé. D'ailleurs, le slogan du 11 janvier, c'était « Je suis Charlie, je suis juif, je suis la police, je suis la République ». La République est redevenue la chose commune et la France une patrie aimée. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, des Français qui considéraient jusqu'à présent que la Marseillaise était un chant anachronique à cause de ses paroles sanglantes, se sont réconciliés avec l'hymne national. Vous vous en félicitez, j'imagine.
tout d'un coup, entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats, ils viennent jusqu'au dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes, ça prend une résonance particulière du fait que un sang impur. La pureté du sang n'a strictement rien à voir. Non, mais je cite la Marseillaise, c'est tout. Oui, mais on ne va pas plaquer autre chose, sur la Marseillaise les conceptions racistes qui sont postérieures à la Marseillaise. Donc voilà, il y a eu cette réconciliation, simplement. Et en même temps, face à l'ennemi, le peuple s'est retrouvé uni, donc a montré sa détermination. Une détermination extraordinairement impressionnante le 11 janvier. Sauf que le peuple était présent, mais pas ce qu'on appelle dans la novlangue en vigueur les quartiers populaires. Dans les quartiers dits populaires... Là, vous parlez du 10 janvier. Du 11 janvier. On a dit je ne suis pas Charlie parce que les terroristes étaient allés un peu loin, mais Charlie avait insulté le prophète. En novembre, en novembre, ce que je veux dire simplement, c'est qu'en novembre, on a vu tout le monde, pour le coup, venir déposer des fleurs. Oui, ou venir se... il n'y a pas eu de manifestation. Vous avez raison. En novembre, les choses ont commencé à changer. Mais ce qui s'est révélé en 2015, c'est à la fois la détermination du peuple et aussi la réalité d'une division interne à la France que pendant longtemps, on n'a pas voulu voir. Et le défi qui nous est posé aujourd'hui, c'est précisément de surmonter cette division pour faire face tous ensemble à cet ennemi absolument redoutable que nous ne pouvons plus manquer de nommer, c'est-à-dire l'islamisme. Non pas l'islam, mais l'islamisme. Que retenez-vous vous-même de ces événements et de la réaction qu'ils ont engendrée? Je ne serai pas trop loin d'Alain Finkielkraut. La France a été choquée. Ça a été aussi bien janvier que novembre, sont été des actes barbares. Moi-même, j'ai parlé d'islamo-fascisme. Et face à ces horreurs, il y a eu une réaction d'une partie de la société à comprendre comment les protestants et les catholiques peuvent vivre ensemble. Et puis, je ne veux pas remonter à la guerre de 30 ans. Combien de morts il y a eu pour que les protestants soient acceptés? Donc, une nouvelle religion dans une société, n'importe laquelle, c'est quelque chose de difficile. Et on n'avait pas conscience de ce problème. Et on a laissé après, avec le chômage, la déliquescence des familles, parce que tout d'un coup, des jeunes se retrouvaient dans des familles où ils connaissaient que le chômage. Leur père était au chômage, des fois les grands-pères étaient au chômage, et là, il y a quelque chose de haine. Et puis, ça va plaire à Alain Finkielkraut, il y a un autre problème. C'est qu'aujourd'hui, l'identité que nous faisons, c'est pas simplement ce que nous vivons au quotidien. Ça vient aussi par la télévision. Et des jeunes, tout d'un coup, vivaient en banlieue, vivaient je ne sais pas où, et en même temps à Ramallah, et en même temps en Syrie, et en même temps, dans leur tête, ils faisaient des associations qui, en fait, n'expliquaient rien, mais pour eux, ça renforçait un sentiment, et quand l'islamisme, l'islamo-fascisme a commencé à s'exprimer, à leur parler directement via Internet, etc., eh bien, le basculement a été possible. Donc vous dites, en tout cas pour reprendre la première partie de ce que vous venez de dire, il y a bien un défi de l'intégration là-dessus. Je pense qu'il y a un accord entre vous, Alain Finkielkraut? Oui, bien sûr. Je crois, si vous voulez, qu'une partie de l'opinion, et notamment de l'opinion de gauche, est prise à contre-pied par ce qui se passe. Pourquoi? Pour les progressistes, parce que pour le progressisme, si vous voulez, l'inégalité est la source de tous les maux, de tous les problèmes. Tous les conflits se ramènent au bout du compte à l'antagonisme fondamental des possédants et des dépossédés. Et c'est pour ça qu'on n'a pas vu pendant 30 ans? Je pense, c'est une des raisons de la cécité devant ce phénomène, c'est-à-dire on a cru que le choc des cultures était soluble dans la question sociale. Un homme de gauche, d'ailleurs, nous a alertés pendant très longtemps contre ce réductionnisme. Et je voudrais le citer et lui rendre hommage. C'est Jean Daniel, et notamment dans ses articles réunis sous le titre « Comment peut-on être français ?» Directeur du Nouvel Observateur. « Miroir d'une vie », le fondateur du Nouvel Observateur. Mais il était très seul dans son camp et on le voit encore aujourd'hui. Et c'est précisément cela que nous avons
énormément de mal à penser. C'est cette réalité du choc des cultures et dont nous avons eu encore une manifestation particulièrement traumatisante, même s'il ne s'agit pas de terrorisme et s'il faut hiérarchiser les problèmes, la nuit de la Saint-Sylvestre à Cologne et dans d'autres villes allemandes. C'était, a dit Jean-François Bourlange, le choc des civilisations au quotidien. Et effectivement, l'intégration ne fonctionne pas, et pour deux raisons. Si je peux... D'abord, il faut, si vous voulez, nous avons cru aussi, autre illusion, que l'histoire du monde, c'est l'occidentalisation du monde. Donc tous les gens, tous les peuples adhèrent simultanément à les démocraties représentatives et à l'économie de marché. Ou bien, autre variante, l'histoire du monde, c'est l'expansion mondiale de la lutte des classes. Or, ce n'est pas vrai. D'une partie de la société qui a dit « nous sommes Charlie », malheureusement, nous sommes juifs, c'était beaucoup moins. Ça a été assez dur de le faire arriver. Hein. C'est aussi une vérité. Mais nous sommes policiers, tout ça. Il y a eu une identification, ce qui était formidable. Moi-même, j'étais là. J'en avais les larmes aux yeux. En janvier, par hasard, j'étais de nouveau là, en novembre, quand c'est arrivé. Et c'est vrai, quand je discutais avec les gens avaient peur. Donc la peur s'est introduite dans ce pays d'une manière incroyable. Et ce n'est pas la guerre traditionnelle, vous avez peur des bombes. C'est tout d'un coup, vous ne savez pas, si vous prenez le métro, si vous prenez le train, ce qui va se passer. C'est une angoisse terrible. Et là, je trouve que ce pays a su réagir avec calme. Mais il y a eu après des débats qui, je crois, enveniment la situation. Pourquoi? Parce que moi, j'ai discuté avec des tas, par exemple, de musulmans qui n'ont pas dit qu'ils étaient Charlie, mais qui disaient « on a honte ». Ça ne peut pas être des musulmans, qui ne voulaient pas croire. C'était une défense qui était un peu infantile, mais qui voulait montrer qu'ils ne voulaient pas être avec ça, mais en même temps, ils se sentaient montés tout droit. Et j'ai des amis, un journaliste très connu, qui est d'origine algérienne, qui me dit « Dany, tu sais pas ce que c'est que d'être dans le métro en ce moment ». Il était dans le métro. Donc je veux dire, il y a eu, dans cette angoisse, la France a perdu son orientation. Est-ce que... Elle est déboussolée. Déboussolée, et même donc des craintes, et on cherchait. Mais ça m'arrive, je reproche ça à personne. Moi, quand je prends l'avion, ça m'arrive aussi, je regarde, c'est complètement idiot, comme si j'allais voir quelque chose. Donc, c'est pas un reproche, je dis... On doit maintenant, tout le monde doit se reprendre. Oui. Alors, pour aller un peu plus loin, il y a une phrase que vous avez prononcée il y a quelques jours sur France Inter, Daniel Cohn-Bendit, on va la découvrir. Vous dites, la question à se poser sur le terrorisme, c'est pourquoi des jeunes de banlieue, autrement dit des jeunes qui sont nés, qui ont grandi, qui ont été élevés en France, arrivent à commettre des actes aussi horribles, à être des petits monstres. Et puis vous ajoutiez, ils sont le produit de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Est-ce que vous avez la réponse à cette question? Je ne crois pas que j'aurais le prix Nobel pour la réponse. C'est-à-dire, si je l'avais, on n'en serait peut-être pas là, parce qu'il n'y a pas que moi qui l'aurais. Je crois que nous avons vécu, pas seulement en France, parce que regardez ce qui se passe en Belgique, si vous avez les Belges, vous avez certaines situations en Allemagne, même en Angleterre. Eh bien, nos sociétés ont été confrontées avec quelque chose de très difficile. C'est l'arrivée, en fait, d'une nouvelle religion, pour le dire rapidement, de nouveaux comportements liés au marché du travail, d'abord dans les années 50, liés au fait que notre système productif, le capitalisme, avait besoin des forces de travail. C'était vrai pour la France, c'était vrai pour l'Allemagne, c'était vrai pour la Belgique, la Hollande, etc. Et donc, à partir de là, eh bien, d'abord, ce sont donc des ouvriers qui sont venus, après leur famille, et tout d'un coup, nos sociétés, en 20 ans, ont découvert que les modes de vie, les conceptions et la religion étaient différents. Vous savez, un pays comme l'Allemagne a mis près d'un siècle. À la question « quelle heure est-il ?», tout le monde ne répond pas de la même façon. Et l'islamisme,
qu'il faut soigneusement distinguer de l'islam, c'est une application littérale des préceptes de Mahomet, selon lesquels l'islam est en guerre avec le reste du monde pour arriver précisément à, si vous voulez, dominer, à s'imposer auprès de l'humanité tout entière. Cette guerre, elle n'était plus d'actualité pendant la période de l'expansion européenne. Pour les islamistes, l'heure de la reconquête est venue. Pour certains, la reconquête passe par la terreur. Pour d'autres, plus patients, par la prédication, par l'idéologie et par la force du nombre. Et les djihadistes français, avec leur fragilité, sont, si vous voulez, les instruments de cette guerre. Je reste sur la première partie de votre exposé. L'intégration n'a pas fonctionné. C'est pas un peu catégorique quand on voit quand même l'intégration connaît des ratés. L'intégration ne fonctionne pas comme elle devrait. D'ailleurs, parce qu'on a abandonné le mot d'assimilation pour celui d'intégration, en pensant que l'assimilation, c'était normatif, disciplinaire, colonial. Moi, j'ai connu une assimilation moins normative et plus nutritive. On m'a permis, enfant d'immigrés, d'assimiler une partie de la culture française. Mais là, j'ajouterais que aujourd'hui, à l'école, et c'est une question qu'on va traiter tout à l'heure, on a choisi, pour des raisons sur lesquelles nous reviendrons, la voie de la désassimilation de tout le monde. L'héritage est trop lourd à porter, on ne le transmet plus, et donc on désassimile, disons, les Français de souche et les Français de fraîche date. Mais, si vous voulez, donc... Attendez, alors assimilation, je voudrais qu'on s'arrête là-dessus. Daniel Cohn-Bendit, vous avez peut-être un mot à dire là-dessus? Oui, j'ai l'intégration. Deux réflexions. Au début, quand vous aviez les premières grandes vagues d'immigration des pays du Maghreb ou des Turcs, la question de la religion ne se posait pas. Aussi bien en France qu'en Allemagne, que non. Donc, c'était des musulmans qui venaient, ils priaient ou ne priaient pas, on ne le savait même pas. Sur les inégalités, Alain, sur les inégalités, les inégalités n'expliquent pas tout. Mais quand une partie de la population se ressent lentement de plus en plus rejetée et voit des différences entre elles, population maghrébine, population black, population je ne sais quoi, avec les autres, eh bien un sentiment d'injustice grandit lentement. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc quand on dit l'intégration n'a pas réussi, c'est qu'on dit en fait que les inégalités que le système, par exemple, capitaliste, produit, eh bien, ne sont pas réparties d'une manière égale entre les uns et les autres. Et dans cette situation, la religion, dans un deuxième mouvement, est venue plaquer une explication sur l'inégalité. Alain a raison, c'est pas parce que maintenant l'égalité ou la sortir de l'inégalité va tout résoudre aujourd'hui. Mais au départ, on ne comprend pas l'amertume, la tristesse de beaucoup de familles. Vous avez l'habitude, faites comme chez vous, alors ne soyez pas impressionnés. Avant d'engager le débat. Vous avez tendance quand même dans vos propos à stigmatiser les musulmans de France. La France a un ennemi, c'est l'islamisme. Et je prends bien soin de distinguer les choses. On aimerait plutôt dire, mais c'est comme si... Très vite, la conversation s'anime au sujet de la déchéance de nationalité que le philosophe défend avec ardeur. On ne peut pas avoir la nation et la haine meurtrière de la nation. Nous, on dit simplement... Les derniers attentats, ça concerne combien de personnes, la déchéance de la nationalité? Très peu de monde, mais c'est une mesure symbolique. Eh bien, les symboles, ça compte. Si vous avez 2 passeports, vous avez, d'une certaine manière, un privilège sur moi, puisque je n'en ai qu'un. La République nous dit, une partie de la population, lorsqu'elle commet un crime, elle est sanctionnée de telle façon, et l'autre partie, elle n'est pas sanctionnée.
de la même façon. Nous estimons que c'est injuste. Cette mesure, elle ne vise que ceux qui choisissent, non pas simplement de prendre les armes contre la France, mais qui choisissent la voie du terrorisme. Non mais ça on l'a compris. C'est pas vous, Et on c'est pas vous que ça vise. Bien sûr, mais on ne se sent pas concerné. Dans cette cité de Pierrefitte, où 70% de la population est d'origine étrangère, Héritière de l'immigration. une autre question brûlante s'invite à la table, le racisme. J'ai un bac +5 en droit, monsieur. J'ai été jusqu'au bout des études. Et j'ai toujours été confrontée depuis l'école primaire à ce plafond de verre. Et quand on a été au bout de ses capacités, on est au chômage. Mademoiselle est au chômage, monsieur Finkielkraut. Alors je comprends l'amertume que vous pouvez ressentir. Mais selon Alain Finkielkraut, un autre racisme est aussi en train de monter dans le pays. L'injure sale français, c'est pas moi qui l'ai inventée. Elle existe, elle est répandue partout. Quand vous parlez comme ça, vous oubliez tous ceux qui œuvrent pour la France, qui sont héritiers d'émigration et qui sont binationaux et qui sont aussi autour de cette table. Eh bien, c'est eux que je défends. Vous donnez une mauvaise image, c'est faux ce que vous dites. Ah bon, alors si c'est juste... si ça n'engage que. Oui, mais c'est d'eux que vous devriez vous préoccuper et pas de la déchéance de nationalité. 1 heure s'est écoulée, le dialogue a été rugueux, mais il en est sorti une proposition. C'est important qu'on ait une espèce d'alliance. Moi, je vous dis, je vous propose une alliance entre les acteurs de terrain, les éducateurs, les intellectuels, tous ces gens-là qui considèrent que notre pays est en danger. Nous sommes dans le même bateau. Parce que si le bateau coule, nous coulons tous ensemble. Je suis tout à fait d'accord. Moralité, les philosophes et les acteurs de terrain ont peut-être intérêt à se rencontrer plus souvent. Je suis très sensible aux propos que vous avez tenus. J'aime l'idée que nous soyons tous dans le même bateau. Je pense que si cette idée peut se répandre, alors oui, alors on aura fait un énorme progrès. Seconde conclusion, mais on le savait déjà, Alain Finkielkraut aime croiser le fer, que ce soit en banlieue ou en plateau. Voilà, merci en tout cas Alain Finkielkraut de vous être prêté à l'exercice. Puis petite précision quand même, pour ceux qui pensent à la Sorbonne que la parole de Daniel Cohn-Bendit ne porte plus à gauche. La dernière fois que vous avez mené une liste, c'était aux Européennes, il n'y a pas si longtemps, 16%, quasiment à égalité de voix avec le Parti Socialiste. Voilà, c'était en 2009, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Pour ouvrir ce débat, une question simple. Vous avez vu l'intitulé « Les deux France ». Quelle France en 2016 ? Quel est l'enseignement que vous tirez des chocs provoqués par les attentats l'an passé ? La France est un pays vulnérable.